Bonjour à tous. L'invité de ce vendredi dans Plus d'actu n'est pas un élu politique, mais bien un observateur avisé de ceux qu'on interviewe ici régulièrement. À un an, jour pour jour, des élections communales, on va faire le point sur les enjeux de ce scrutin avec un politologue. On reçoit Pascal Deluitte. Il est membre du Centre d'études de la vie politique à l'ULB. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors 2024, super année électorale avec scrutin européen, fédéral, régional et puis dans un second temps, au mois d'octobre, communal. Est-ce que cette succession de scrutins, ça va jouer ? Oui, ça va jouer et ça va jouer de manière différente que dans la précédente séquence puisque dans la précédente séquence, c'est d'abord les communales qui ont donné le ton en 2018 de ce qui allait être les fédérales et les régionales en 2019 et on a vu que ça a eu un impact. Ici, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans une certaine mesure, les élections fédérales et régionales du 9 juin vont avoir un certain impact sur les résultats des élections communales du mois d'octobre. Donc en fonction des alliances qui pourraient se conclure, il pourrait y avoir des revanches comme ça au niveau communal ? Alors, ça va jouer sans doute de deux manières. D'une part, la dimension électorale. On sera dans le vent ou au contraire, on sera en difficulté à l'issue des élections fédérales et régionales. Et puis, effectivement, vous avez raison. On peut imaginer que la dynamique des alliances, et notamment de l'alliance régionale qui va se nouer à Bruxelles, pourra avoir un impact, en fonction bien sûr des résultats électoraux commune par commune, sur la dynamique des alliances qui va se produire dans les communes au terme du scrutin. Parce que souvent ce qu'on dit c'est que c'est compliqué quand on a une majorité au régional et une majorité très différente à la commune pour avoir des relais finalement dans le suivi des dossiers. Oui, c'est-à-dire qu'en général, bien évidemment, d'une part, les partis aiment bien le mimétisme des majorités régionales et des majorités communales. Et puis, bien évidemment, c'est clair que si vous voulez des relais au niveau régional, et c'est très important, notamment pour tous les aspects budgétaires, le montage de projets, vaut mieux avoir des partis qui sont présents dans le collège et dans la majorité régionale, plutôt que, par hypothèse, exactement l'inverse, c'est-à-dire aucun parti du collège présent dans la majorité régionale et réciproquement. Alors, qui dit scrutin dit sondage politique. Et on a des baromètres. Alors, ces coups de sonde sur les intentions de vote des citoyens sortent régulièrement. On vient d'avoir 2 baromètres ou sondages, on peut les appeler comme ça. Il y en a un il y a 15 jours qui est sorti, c'est celui du soir de RTL Info avec Ipsos. Et un autre qui est sorti ce matin, celui de La Libre, la RTB avec Kantar. On voit qu'il y a à peu près 600 personnes, 500-600 personnes qui ont été interrogées à Bruxelles, ce qui nous donne une marge d'erreur théorique d'en gros 4%. Est-ce que ces baromètres, ça donne une bonne indication des intentions de vote ? On parle toujours ici d'intentions de vote à la Chambre et on extrapole sur le régional. Alors, ça donne une indication, mais qu'il faut prendre avec prudence, parce que d'une part, c'est une indication à un moment N, et que ce moment évolue dans le temps, et que les événements évoluent dans le temps. Et d'autre part, bien évidemment, le nombre de sondés a aussi une certaine importance. 600, c'est pas beaucoup ? Non, traditionnellement, à Bruxelles, on est autour de 500-600, ce qui est quand même nettement moins que la Flandre et la Wallonie. Or, pour calculer les marges d'erreur, c'est exactement la même chose que vous ayez une population wallonne, une population flamande, une population bruxelloise. La marge d'erreur sera la même en fonction du nombre de sondés que vous prenez ou pas. Donc, logiquement, on devrait avoir aussi 1000 sondés à Bruxelles. Donc, il faut être prudent, je dirais, sur les résultats bruxellois. En tout cas, plus prudent. Il faut être prudent de manière générale sur les baromètres ou sur les intentions de vote. Mais il faut être prudent, mais encore plus prudent pour le spectre bruxellois. Alors, pour qu'on comprenne bien cette histoire de marge d'erreur, quand on parle en gros de 4% de marge d'erreur, ça veut dire que si on a 18%, on pourrait être à 22% ou on pourrait... Non, c'est pas si simple que ça, évidemment. Non, quand on parle on va vous présenter une marge d'erreur générale, donc dans le cas d'espèce, 4,4%. C'est une marge d'erreur théorique pour un parti qui aurait 50%. En d'autres termes, ici, on dirait... Le parti se situe dans une fourchette entre 45,6 et 54,4% des voix. Mais bien évidemment, en fonction du pourcentage qu'obtient le parti, la marge d'erreur va évoluer. Un parti qui aurait 3% ne peut pas être dans une marge d'erreur de 4,4. Donc je dirais que, par exemple, pour le PS et le MR, qui sont à l'étiage d'à peu près 20%,
vous êtes, je dirais comme ça à la grosse louche, dans une marge d'erreur de 2,5, 2,6. Et si vous êtes à 10%, vous serez plutôt dans une marge d'erreur de 1,7 par exemple. Donc il faut bien voir que la marge d'erreur va être spécifique en fonction du pourcentage que vous avez. Oui, alors on voit que ça relativise quand même pas mal les chiffres qu'on voit dans ces baromètres et dans ces sondages. Les hommes politiques qu'on reçoit nous disent toujours ce n'est qu'un sondage, mais on a l'impression quand même qu'on les scrute avec beaucoup d'attention dans les partis. Alors, on les scrute avec beaucoup d'attention, je dirais même souvent avec trop d'attention. Et effectivement, ce n'est qu'un sondage. Et il faut bien dire qu'un sondage, quand bien même il est extrêmement bien fait, n'est pas du tout prédictif du résultat d'une élection quand on est si loin de l'élection. Parce qu'il va encore se passer plein d'événements. Les opinions vont évoluer et on peut avoir des événements qui parfois font des bifurcations pour les opinions. Songez à la guerre, songez à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui se passe au Proche-Orient, mais vous pouvez avoir des événements d'ordre interne, une augmentation spectaculaire des prix, une centrale nucléaire qui explose quelque part dans le monde. Donc des événements peuvent changer nos regards et peuvent aussi changer nos priorités dans l'évaluation du vote qu'on va porter. Alors dernière petite question méthodologique, la qualité de ces sondages, est-ce qu'elle s'est améliorée avec le temps ? Alors, de manière générale, oui, elle s'est améliorée avec le temps, mais en même temps, on a plus de difficultés à sonder qu'auparavant parce qu'on utilise d'autres méthodes et que donc elles génèrent d'autres biais. Aujourd'hui, on travaille beaucoup par Internet, mais il faut avoir en tête qu'une partie substantielle de la population n'est pas sur Internet ou ne répond pas aux sollicitations. Alors bien sûr, il y a des mécanismes de correction, mais c'est difficile de faire des mécanismes de correction sur une partie de la population qui peut, sur une région comme la nôtre, celle de Bruxelles, concerner 30% de la population. Voilà, alors après cette petite mise au point méthodologique, ça vaut parfois la peine de le faire. Bien sûr. On va regarder un peu le résultat de ces deux sondages qui sont regroupés sur un seul graphique. Donc c'est bien les intentions de vote à la Chambre auprès des répondants bruxellois. Vous voyez, en gris, on a le sondage du soir RDRTL. En bleu, on a celui de la Libre et de la RTB qui est sorti ce matin. On voit que le MR est en première position, très très près derrière le Parti socialiste. La troisième position, selon les sondages, c'est soit Écolo, soit le PTB, et puis suivent Défi et les Engagés. Alors, le grand gagnant des élections en 2018 au niveau communal, c'était Écolo. On va commenter ce sondage et on va commenter la situation en regardant ce reportage qui avait été tourné lors de la soirée électorale. Aujourd'hui, les écologistes ont gagné ces élections. Le message est clair. Dimanche, le vert a traversé Bruxelles. Entre les pas de danse improvisés et les nombreuses célébrations, Écolo fait éclater sa joie. On avait un capital sympathie, on a vraiment bossé, on a fait une campagne de ouf. Et voilà, ça a payé. Le parti compte désormais 3 bourgmestres en région bruxelloise, à Watermal-Boisfort, Forêt et Ixelles. Il est aussi dans plusieurs majorités. Une nouveauté par exemple pour Bruxelles-Ville, Anderlecht ou encore Uccle. Si d'autres partis ont un goût amer, Écolo, lui, savoure celui de la victoire. On va mettre l'écologie au cœur du moteur dès ce soir, dès demain. C'est notre job, on y va, on le fait. Voilà, Christos Zoulkeridis, bourgmestre d'Ixelles, suite à ces élections-là. Donc Écolo, on l'a dit, peut-être troisième, peut-être quatrième selon les sondages. C'est quoi l'enjeu pour Écolo ? Alors, l'enjeu pour Écolo, je dirais, c'est deux choses. Pour tous les partis, c'est la même chose, c'est-à-dire faire la meilleure performance électorale potentielle, ou en tout cas ne pas subir une vague négative, si je peux le dire comme ça. Et puis un deuxième enjeu qui est sans doute plus difficile, quand vous avez gagné politiquement, comme en 2018, c'est-à-dire un 3 majorat, un très grand nombre de majorités, d'une certaine manière, vous êtes au sommet. C'est très, très difficile de faire mieux. Et donc, il faut gérer le fait qu'en fait, dans le meilleur des cas, vous ferez la même chose. Et dans le plus vraisemblable, vous allez reculer un peu, c'est-à-dire éventuellement perdre un majorat, éventuellement sortir d'une majorité. Et donc, il faudra gérer cela pour Écolo. Et je dirais, la difficulté, c'est que traditionnellement, Écolo performe mieux aux élections communales, ou en tout cas est moins sanctionné aux élections communales qu'aux élections régionales et fédérales. Donc par hypothèse, s'il y a un mauvais résultat aux élections régionales et fédérales, ça va affecter en tout cas la dynamique de campagne des Verts pour les élections communales. Alors cette concurrence avec le PTB, on voit qu'ils sont un peu au coude à coude. Comment est-ce que l'enjeu derrière ça ? Alors,
l'enjeu principal, il se pose surtout pour la Chambre des représentants, c'est l'affectation des derniers sièges. C'est-à-dire pour Bruxelles, désormais, il y a 16 sièges à distribuer à la Chambre. Le 15e et le 16e se jouent en général de très près par rapport à la distribution des voix. Et donc le fait, par exemple, d'être 3e ou 2e, 3e ou 4e, peut faire que vous ayez le 16e siège ou pas le 16e siège. Donc il y a certainement au moins un siège baladeur qui est un siège qui peut être très important pour la confection des majorités fédérales. Et si on regarde, on revient au niveau communal et régional, on voit donc qu'ils sont au coude à coude. Écolo dans beaucoup de majorités, le PTB est nulle part pour l'instant. Alors le PTB est nulle part. Il faut savoir que le PTB a cette fois l'ambition d'être au moins dans une majorité communale, donc ce sera un point d'attention qu'on devra avoir. La fois passée, ils avaient négocié pour Molenbeek. Oui, ils avaient négocié, mais en tout cas, ils n'étaient pas fondamentalement partants suivant leur décision. Ici, au Congrès de décembre 2021, ils ont bien convenu qu'ils allaient essayer d'avoir une majorité à Bruxelles et une majorité en Wallonie et une majorité supplémentaire en Flandre. Donc cette fois-ci, clairement, les choses seront plus sérieuses pour le concours du PTB à une majorité communale. Donc pour le PTB, c'est un enjeu important. Et bien sûr, pour Écolo, l'enjeu important, c'est des performances pour éventuellement conquérir un majorat ou éventuellement ne pas en perdre un. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Alors sur les deux partis en tête des sondages, le PS et le MR, ils se suivent vraiment de très près. C'est la course pour la ministre-présidence à la région. Alors il y a plusieurs éléments. Pour le fédéral, éventuellement un siège de différence, ça peut jouer sur un siège de différence, le fait d'être premier ou deuxième. Et à la région, bien évidemment, il y a la question, traditionnellement, le premier parti, je dirais, est le coordonnateur des négociations. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il sera dans la majorité, mais le point de départ, c'est quand même le coordonnateur de la négociation. Donc, c'est un enjeu important. Et bien sûr, il est clair que plus vous êtes haut, bien sûr, premier, c'est important, mais par ailleurs, plus vous êtes haut, plus vous avez de sièges, plus vous devenez difficilement contournable, donc plus vous devenez incontournable. Donc pour le MR, un des enjeux, je dirais, régional, c'est d'essayer d'être incontournable et de revenir, ce qui est très dur pour eux, de revenir dans la majorité régionale, c'est peu de le dire. Et puis bien sûr, si vous revenez dans la majorité régionale, on peut imaginer que ça va avoir un impact pour les majorités communales. Oui, ça va être plus facile qu'en 2018, qui avait été une année un peu compliqué. Alors, non, c'est pas un peu compliqué. C'était une année dramatique pour les libéraux, électoralement et politiquement. Plus que 2 majorats, éjection de plein de collèges. Et donc, par hypothèse, contrairement à Écolo, le point de départ est plus simple. C'est-à-dire, comme vous avez perdu, a priori, vous pouvez plus facilement monter que si vous avez gagné. Donc ça, c'est un point de départ plus intéressant, je dirais, pour la comparaison. Mais bien sûr, si le MR rentre de la majorité, a fortiori s'il conquiert la ministre-présidence de la région, on peut imaginer que ça va avoir un impact sur leur capacité au moins à rentrer dans plus de collèges qu'à l'issue de l'élection de 2018. Alors, les deux derniers partis, c'est Défi et les Engagés. Ici, deux partis en difficulté. Défi plus récemment, qui annonce qu'il va se recentrer un peu sur ses fondamentaux. Les Engagés, qui remontent un peu dans les derniers sondages, mais qui étaient sur une mauvaise tendance. Comment ça va jouer pour ces deux partis ? Alors, je dirais, pour les Engagés, certainement pour les élections fédérales, l'enjeu de franchir le seuil des 5% et donc d'avoir encore au moins un élu fédéral. Pour Défi, potentiellement aussi, dans le sondage qui est paru ce matin, effectivement, à 6%, quand vous êtes à 6%, vous devenez tout à coup proche du seuil des 5% et donc de votre capacité à avoir au moins un siège, donc au moins sauver un siège des 2 sièges fédéraux. Et bien sûr, il y a aussi, pour les deux partis, une élection communale qui se profile et qui ne sera pas une élection très simple. On voit bien les difficultés à Schaerbeek, on voit bien pour ce qui concerne les Engagés, il y a des nouveaux bourgmestres qui vont pouvoir confirmer à Oudergem et pour Défi à Jette pour les Engagés, par exemple. Donc il y a aussi la question de la confirmation des majorats pour ces deux partis, qui est une question relativement importante. Alors justement, les majorats, puisqu'on en parle, il y a un fait assez atypique pendant cette législature. Il y a une série de bourgmestres qui sont entrés en fonction et qui ont annoncé dès le début qu'ils allaient passer la main à la moitié de la législature. Alors certains ont un peu traîné les pieds plus tardivement, mais on finit quand même par passer la main à leur successeur, ce qui permet de mettre en place quelqu'un. On va la regarder rapidement, les passer en revue. Donc c'était le cas à Anderlecht, c'était également le cas à
Auderghem, donc on voit Éric Thomas Anderlecht, Didier Gauzoin à Auderghem, ensuite Joël Riguel à Berchem-Sainte-Agathe, donc qui est parti, puis Pierre Compagnie à Gansoren et Hervé Doyen, je suppose, voilà, qui arrive à Jette, qui a lui aussi passé la main. Donc voilà, ça nous en fait quelques-uns. Évidemment, n'oublions pas Charles Piquet, que nous avons annoncé plusieurs fois qu'il allait arrêter. Cette fois-ci, il a arrêté et passé la main aussi. Ça nous fait quand même 6 bourgmestres qui ont changé en cours de route. Ça, c'est une stratégie qui, à votre avis, sera payante? En fait, c'est difficile à dire. Donc, c'est-à-dire, dans certains cas, vous avez des majorats au très long cours, hein, comme Didier Gauzoin à Auderghem ou Charles Piquet à Saint-Gilles. Dans d'autres cas, c'est pas un cours aussi long, mais bon, ça peut être une stratégie payante, mais en même temps, ça met beaucoup de pression politico-électorale sur les nouveaux bourgmestres. Alors, le fait de le rendre à mi-mandat, ou en tout cas suffisamment loin de l'élection, permet à la bourgmestre ou au bourgmestre de s'installer, essayer de faire rayonner. Mais il est clair que ça change une donne. Quand vous avez pour Auderghem ou pour Saint-Gilles une personnalité qui a autant compté dans la gestion de la commune qui s'en va, ça met clairement de la pression sur, dans le cas d'Auderghem, la bourgmestre, dans le cas de Saint-Gilles, le bourgmestre nouveau, pour le résultat électoral et pour éventuellement la capacité à pérenniser son poste et sa présence dans le collège. C'est aussi un moyen de tirer ces fameuses listes du ou de la bourgmestre qui sont quelque chose qui se veut de plus rassembleur? Alors, ça se veut une étiquette plus rassembleuse. Parfois, c'est le cas. Hein. Vous avez parfois une liste du bourgmestre qui agrège deux formations. Anderlecht, c'était une liste socialiste, sociale-chrétienne. On verra ce qu'il en est par la suite. Mais effectivement, ça peut donner une image un peu moins idéologique ou un peu moins dépolitisée, même si en réalité, il n'y a pas d'éléments très probants qui nous prouvent qu'aller aux élections avec un label liste du bourgmestre soit nécessairement plus porteur qu'avec le label de son étiquette politique. Alors, on a le cas de la commune de Forêt. Là, ce n'était pas prévu. Donc, on a un bourgmestre qui est entré en fonction, qui a été malade tout un temps, et puis qui a été remplacé en cours de route. Ça complique la donne? Oui, ça complique la donne. Ça complique la donne parce qu'il y a eu une polémique sur le remplacement du bourgmestre pendant tout un temps, et que par ailleurs, la bourgmestre qui a été nommée ne se relance plus pour la compétition. Donc là, on est vraiment dans un cas d'école assez inédit. Donc ce sera intéressant de voir comment en l'espèce Écolo Forêt va pouvoir gérer au mieux cette situation. Et éventuellement, comment le PS peut se réimposer comme l'acteur qui revendique le majorat, puisqu'on sait qu'en 2018, c'était sur le statut de premier parti extrêmement serré entre Écolo et le PS. Donc c'est clair que pour Écolo, ce n'est pas la situation idéale pour la campagne communale forestoise. Oui, ça avait commencé de manière très difficile déjà, avec des retournements de potentielles alliances dans la soirée, le lendemain. Oui, ça a été assez folklorique, mais à Forêt, il y a une certaine tradition en la matière. Effectivement, l'annonce d'une majorité écolo défi MR, et puis ça redevient une majorité plutôt écolo PS. Donc oui, c'était spécial. Et effectivement, en cours de route, le bourgmestre malade, longtemps une bourgmestre faisant fonction, puis le bourgmestre qui quitte, et qui demande le maintien de ses émoluments. Enfin voilà, c'était un peu spécial. Ce qui laisse les champs ouverts, en fait, pour la suite. Ça laisse les champs ouverts et il ne faut pas oublier que le regard est quand même... la focale là-dessus est une focale d'observateurs et des médias et des adversaires politiques. Pour les citoyens, ce n'est peut-être pas la chose principale, mais c'est clair que Écolo n'y va pas de manière aisée compte tenu de ce contexte. Alors, il y a encore deux cas particuliers. C'est ceux de Schaerbeek et des Verts, avec cette pratique d'avoir un bourgmestre en titre, à Evere, Rudy Vervoort, mais qui, étant ministre-président de la région, laisse sa place à Ridouane Chahid, bourgmestre faisant fonction, et à Schaerbeek, Bernard Clairfailly, qui, étant ministre à la région, laisse sa place à Cécile Jodogne, bourgmestre également faisant fonction. Alors, est-ce que ça brouille pas un petit peu les cartes pour l'électeur? C'est qui les vrais bourgmestres de ces communes? Ça brouille les cartes parce qu'en plus, les pratiques ne sont pas toujours les mêmes. Dans le chef des bourgmestres en titre, qui nomme donc un bourgmestre faisant fonction, certains assument que quelqu'un d'autre gère de fait la commune, d'autres sont encore en réalité très présents à la commune, donc ça ne facilite pas les choses.
Mais quand on voit Ridwan Chaïd, par exemple, à Evere, si on regarde sur ses réseaux sociaux, toutes les occasions sont là pour montrer qu'il est là, qu'il gère, oui, qu'il est présent. Je crois que justement, là, vous avez clairement un partage des... Bon, on verra bien pour 2024, mais je crois que Rudy Verwoerd a accepté que Ridwan Chaïd soit de fait le bourgmestre. Bien sûr, ça se fait en concertation, mais soit quand même le bourgmestre aux yeux de toutes et de tous. Mais vous pouvez avoir des contextes plus difficiles. On voit que le contexte de Schaerbeek pour Cécile Jodogne est quand même assez compliqué. Oui, qui a perdu sa majorité pour l'instant suite à des défections. Matata dans le collège, situation difficile entre deux échevins, perte de la majorité, un adversaire politique qui se renforce, le MR, le plan Good Move qui met en difficulté la majorité. Donc c'est clair qu'on est dans un autre contexte à Schaerbeek qu'à Evere. Oui. Alors on avait une question d'un spectateur que je vais vous donner qui était de se dire, on a l'impression que beaucoup de mandataires politiques font finalement leur classe, c'est l'école de la rue finalement, les élections communales, et puis qu'après plus tard on les voit monter et aller ailleurs. C'est l'impression que vous avez aussi? Je pense qu'il faut être prudent. On a différents modèles. Regardez Schaerbeek. Madame Adjalabib, elle va venir par le haut et pas par le bas. Elle n'est pas devenue ministre grâce à son ascension à Schaerbeek. Elle est ministre et elle va se présenter à Schaerbeek. Donc ça dépend un peu... ça va dans les deux sens. Ça dépend les trajectoires. Mais vous avez des trajectoires par le haut. Si vous regardez historiquement Philippe Moureau, par exemple, c'est une trajectoire par le haut. Et puis vous avez des trajectoires par le bas. Rudy Verwoerd, par exemple, est une trajectoire par le bas, qui a conquis ses lettres de noblesse comme bourgmestre d'Evere et puis est monté comme ministre-président. Donc il y a des dynamiques dans les deux sens. Voilà, écoutez, ce sera un peu le mot de la fin de cette émission. On va suivre évidemment ce scrutin, la campagne électorale qui commence déjà évidemment fidèlement sur notre antenne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Le prochain rendez-vous politique, c'est dans Les Experts demain avec Jean-Jacques Deleu. Bon week-end à tous.